savez, NG, quand nous avons l'habitude de parler de la transition énergétique, nous avons toujours l'habitude de dire qu'elle doit être juste et équitable. Mais nous devrions y ajouter qu'elle doit être durable. Nous devrions, avant de parler de passer d'une forme d'énergie à une autre, il serait mieux, dans un premier temps, de faire face à ce qui, pour nous, est la première priorité. Pour nous, c'est l'éradication de la pauvreté énergétique. Nous ne pouvons pas avoir maintenant et dans l'avenir un monde qui manque de besoins privés et pour le développement de ces pays. Et imaginez qu'un grand continent comme l'Afrique est confronté à la pauvreté énergétique. Donc, notre point de départ est de résoudre ce problème. Et nous pouvons dire très fortement que nous avons la solution, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Alors, la question est la suivante. Y a-t-il une opposition à cela avec la transition énergétique? Nous pouvons dire tout de suite non. Nous pouvons faire les choses en même temps, éradiquer la pauvreté énergétique et en même temps couvrir la question de la pauvreté, la transition énergétique pour laquelle nous avons une solution. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour la transition énergétique, tout. Nous l'avons en Afrique. Donc, notre but à tous est d'avoir ces deux choses de façon simultanée. Devons nous battre, lutter contre la pauvreté énergétique et en même temps contribuer fortement à ce qui est nécessaire maintenant en termes de transition énergétique. Donc, je pense que nous avons un bon équilibre. Et de plus, en écoutant les différents panels, nous avons eu d'excellentes contributions relativement à ce qui s'est passé. Mais je peux dire que tout a été dit. La dernière fois, la dernière session de cette conférence, nous avons dit ce que nous devons savoir, ce que nous devons apprendre et ce que nous devrions nous approprier. Alors, la question est pourquoi nous ne nous dirigeons pas vers la solution? C'est la question à laquelle tout le monde devrait essayer de fournir une question, une réponse, une solution. Pourquoi n'allons-nous pas vers l'action? Combien allons-nous rester à déployer des discours, à faire des plaidoyers? Quand allons-nous passer à l'action? J'ai vraiment compris que nous avons certaines responsabilités. Notre responsabilité en tant que pays africain est de construire le meilleur environnement de business, la meilleure connexion en termes de fiscalité, en termes de cadre juridique, de meilleures infrastructures pour attirer les investisseurs, tous les investisseurs, tous les partenaires, toutes les entreprises qui sont intéressées à nous emmener à la solution. Je pense que c'est ce qui est nécessaire. Mais, Monsieur le ministre, est-ce que cela est suffisant? Car vous voyez encore des problèmes à travers le monde. Vous pourriez dire 0% de taxes, vous pourriez dire pas de royalties, c'est bien, mais il y a un climat dans le monde qui dit vous ne devriez pas utiliser ce type d'énergie. Par exemple, le pétrole et le gaz. Il faut que ce soit le solaire. Peut-on faire ce passage vers le solaire et l'éolien sans
énergies fossiles. Et puis, il y a de grandes discussions ici sur notre caisse, notre capacité à aller au-delà. La plupart des gens utilisent des téléphones cellulaires. Nous passons de l'utilisation de téléphones fixes à celle des téléphones cellulaires, puis disons que cela devrait être remplacé par autre chose dans toute l'Afrique. Quand il s'agit d'énergie et d'accès, vous êtes quelqu'un qui a une partie intégrante du secteur de l'énergie africain, non seulement en tant que ministre des Européens, mais vous interagissez avec tout le monde à travers les différents spectres du secteur énergétique sur le continent. Comment trouvez-vous un équilibre? Oui, comme vous le dites, nous faisons tout ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour avoir le meilleur climat d'affaires dans notre pays. Je ne pense pas que cela soit suffisant. Certaines personnes doivent changer d'état d'esprit. Elles doivent changer le regard qu'elles portent sur l'Afrique. Elles doivent arrêter de regarder l'Afrique comme, vous savez, un lieu qui a besoin d'aide humanitaire, de nourriture, etc. et voir l'Afrique comme une solution, un partenaire, une opportunité. Mais encore une fois, je pense que nous devons commencer par nous-mêmes avant de demander quoi que ce soit à quiconque. Nous devons être sûrs que nous faisons de notre mieux. Nous avons des exemples dans le monde comme Singapour, comme Dubaï. Ils ont commencé peut-être en dessous, à un niveau très très bas comparé au nôtre, à celui que nous avons en Afrique. Nous sommes dans une bien meilleure position que la leur quand ils ont commencé le processus pour emmener leur pays au niveau qu'ils ont aujourd'hui. Donc peut-être devrions-nous apprendre un peu ce qu'ils ont fait pour attirer tant d'investisseurs dans leur pays. Ils n'avaient rien, le désert, les chameaux, donnant, vous savez, de la nourriture, du lait, peut-être ce qu'ils arrivaient à générer. Mais aujourd'hui, c'est un si bon exemple d'une histoire à succès. Nous devrions avoir l'humilité d'essayer d'apprendre de ce qu'ils ont fait, pourquoi cela fonctionne à Singapour et à Dubaï, et pourquoi cela ne devrait-il pas fonctionner en Afrique. Quelle est la différence? Je pense qu'il est temps d'avoir des Africains dans l'industrie, des compagnies africaines dans le secteur, des compagnies congolaises ou non africaines. Cela ne fait pas de différence pour moi. Je suis un panafricaniste, même pour des champs marginaux. Vous savez que dans certains pays, il y a des champs marginaux dédiés seulement à des compagnies locales. Nous ne l'avons pas encore fait, mais je pense que c'est une bonne direction pour commencer à travailler, à prendre des intérêts, à prendre le travail, et puis peut-être demain, pourquoi pas, voilà, et faire partie de 20 à 30% de la production nationale. Cela serait la part du contenu local, c'est ce que l'on souhaiterait. Et selon la disposition des permis, nous pourrions décider de faire directement du gré à gré ou passer à un appel d'offres national ou international. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi le Congo? Pourquoi l'Afrique? Je vous ai dit que je suis un panafricaniste et vous essayez de me mettre dans une situation inconfortable. Mais je puis vous dire que le Congo, pour les investisseurs, en réalité, c'est la stabilité. Et le Congo est un pays très stable, politiquement, économiquement, avec un cadre fiscal stable. Deuxièmement, les Congolais sont très éduqués. Dans le passé, nous avions jusqu'à 80
19% des jeunes qui allaient à l'école, ce qui est une situation exceptionnelle. Troisièmement, nous avons travaillé si dur sur les infrastructures en termes d'approvisionnement en énergie, d'approvisionnement en eau, de télécommunications, d'Internet. Nous travaillons sur les zones économiques spéciales de façon à fournir le meilleur environnement en termes d'affaires. C'est pourquoi je pense que le Congo est la meilleure des orientations. Mais comme vous le savez, beaucoup de pays sont dans la même situation. Donc je pense qu'en Afrique, vous pouvez trouver de nombreux pays offrant le même genre d'environnement. Alors, s'il vous plaît, venez en Afrique, mais surtout au Congo. Monsieur le ministre, j'ai une dernière question. Monsieur le ministre et toi, que voulez-vous que soit votre héritage 20 ans à partir de maintenant en arrière? À partir de maintenant, lié à votre travail dans l'industrie au Congo et en Afrique. Si les journalistes, les critiques écrivent ce qu'ils veulent, que diriez-vous? Ou que voudriez-vous que l'on se souvienne de vous? Comme vous avez lutté pour l'énergie, pour votre pays, pour l'industrie. Et aussi, quelle est votre vision? Que voulez-vous dire relativement au Congo et votre travail? Ce n'est pas très facile, votre question. Je ne pensais pas que je devais parler de mon héritage maintenant, mais j'aime l'Afrique. J'aime mon pays. Je ne vois rien qui puisse justifier la situation que nous avons aujourd'hui en Afrique, dans notre pays et aussi pour notre population. Mon espoir, mon rêve est de voir que tous les peuples africains aient accès à l'électricité, à l'approvisionnement en eau, au gaz moderne, de beaux programmes de logement, une bonne éducation. Et je pense que ce n'est pas un rêve. C'est une ambition que nous pouvons avoir. Dans 20, 30 ans, certains pays qui étaient à l'époque très pauvres en Asie du Sud-Est ont décidé de changer la situation. Et ils l'ont fait. Quelqu'un avait dit membre de la Banque mondiale avait dit, le jour où les dirigeants africains, pas seulement le président, tous les dirigeants à tous les niveaux, décideront la même chose, ils auront besoin de beaucoup moins de temps que ces pays d'Asie du Sud-Est. En 20 ans, nous pourrons être fiers de ce que nous aurons fait pour la prochaine génération. C'est mon ambition pour mon continent et pour mon pays. Merci beaucoup.